Bonjour, je m'appelle Marc-Christine Rainville-Lajoie et je suis conseillère stratégique en développement et en santé organisationnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de gestion de conflits. Pourquoi parler de gestion de conflits? En 2013, novembre plus précisément, le SCA a adopté une politique concernant le harcèlement au travail. Plus particulièrement, cette politique s'intitule la politique concernant la prévention et la gestion des situations conflictuelles visant à contrer ou à prévenir le harcèlement ou la violence en milieu de travail. Pourquoi cette politique-là? Bien entendu, on a une politique depuis 2004 lors de l'adoption d'une loi par le gouvernement du Québec qui vise à contrer le harcèlement au travail pour offrir un milieu de travail sain et harmonieux pour tous les employés. Donc, cette loi-là qui a été passée demandait aux organisations de se doter d'une politique. Après plusieurs années, oui, plusieurs plaintes ont été déposées, mais cette politique-là, on s'est rendu compte qu'elle visait uniquement à contrer le harcèlement, donc le harcèlement avait eu lieu et la plainte venait. La deuxième chose qu'on s'est rendu compte, c'est que par cette politique, la majorité des plaintes qui étaient traitées étaient non recevables. Pourquoi? Parce qu'elles ne répondaient pas aux critères de harcèlement psychologique. Malgré tout, même s'il y a une plainte et que oui, elle n'est pas traitée parce qu'elle n'est pas recevable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. D'où la raison où je vous amène à parler de gestion de conflit et qui a fait en sorte qu'on a révisé la politique et on l'a amené un peu plus en mode prévention pour s'assurer que les situations étaient traitées et les problèmes résolus. Pourquoi gérer un conflit? C'est assez simple. Je vais vous imager ça pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous à comprendre. On a une belle image d'un nénuphar. Un nénuphar, quand on l'observe, c'est beau. On regarde la couleur, c'est flamboyant, c'est majestueux sur l'eau. On trouve ça assez un peu mystérieux, puis ça vient des pays asiatiques, donc on trouve, c'est sûr que c'est exotique. Mais quand on regarde le déploiement du nénuphar, on se rend compte finalement que le nénuphar, il est peut-être beau, mais il est extrêmement nocif pour son milieu. Il finit par tuer tout environnement vivant au sein de l'étang. Donc, quand on regarde le nénuphar, le nénuphar, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il se dédouble à chaque journée. Donc, on part d'un plan et on amène à 2 le lendemain, à 4, à 8, à 16, etc. Donc, à chaque jour, il se dédouble et il finit par envahir l'étang et il finit par l'étouffer. Mais le conflit, c'est la même chose que ça produit. Donc, lorsqu'on ne le gère pas, même si le conflit est entre 2 personnes, le conflit finit par se propager par de lui-même. Les gens sont au courant du conflit qui se passe entre les 2 personnes. Au début, ne veulent pas trop interagir et finissent par embarquer, ce qui finit par créer des clans. Et à un moment donné, toute l'équipe est impliquée et le climat de travail se détériore. Donc, c'est pour ça qu'on parle de gestion de conflit. C'est pour ça qu'on veut vous aider à mieux gérer vos conflits pour pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement. Donc, cette politique-là, qui est la politique DRH 507, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose 4 niveaux d'intervention. Aujourd'hui, on parle seulement des 2 premiers niveaux parce que le niveau 3 et 4 concernent les ressources humaines et le 4e niveau, lui, concerne la plainte officielle en harcèlement, ce qu'on ne veut pas traiter aujourd'hui parce qu'on veut vraiment prévenir le conflit, prévenir le harcèlement. Donc, premier niveau d'intervention, c'est la recherche de solutions. Le 2e niveau d'intervention, c'est l'implication du supérieur immédiat. Donc, c'est quoi vos responsabilités dans ces 2 niveaux d'intervention-là? Le premier niveau, c'est celui qui vous concerne directement. Quand on parle de recherche de solutions, c'est le niveau où vous devez gérer votre conflit. Donc, c'est bien important de poser des actions, de poser des gestes, aller vers l'autre pour discuter du conflit. Parce que ce qu'on s'est rendu compte lorsqu'on recevait des plaintes, la première question qu'on posait aux gens, c'est « En avez-vous parlé à l'autre personne? » Et l'autre de dire, notre personne de dire « Non, j'en ai pas parlé. » Mais pourquoi? Donc, pourquoi pensez-vous que les personnes ne parlent pas de leur conflit, ne vont pas vers l'autre? C'est par la peur. La peur de comment je vais être reçu. Le fait qu'on est vulnérable dans un conflit, ça amène beaucoup d'émotions. Donc, aller vers l'autre personne, déjà, c'est difficile. Puis, en plus, on va devoir gérer sa réaction. Ce qui est tout à fait faux parce qu'on ne gère pas la réaction de l'autre, elle ne nous appartient pas, mais il reste que ça fait peur. Donc, c'est de votre responsabilité de gérer votre conflit. Et c'est aussi de votre responsabilité que quand une personne vient vous voir pour gérer le conflit qu'elle a avec vous, de la recevoir et de l'accueillir là-dedans. Comme je viens de le dire, on est tous vulnérables là-dedans. Donc, si la personne vient vers vous, elle fait un premier pas, c'est pas facile. Allez pas fermer la porte parce que là, vous allez, oui, empirer la situation, puis ça va être aussi plus difficile pour vous. Si vous n'êtes pas prêt, il y a toujours moyen de dire à la personne pas tout de suite, mais ne fermez pas la porte.
Votre autre responsabilité là-dedans, c'est aussi d'aller vous outiller. Donc, il y a différents outils qui vont être présentés dans différentes capsules. Il y a aussi différentes personnes, ressources qui peuvent vous aider, dont votre gestionnaire, votre syndicat, ainsi que des personnes aux ressources humaines. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Si après toutes vos tentatives, toutes vos interventions que vous avez faites, le conflit ne se résout pas, bien là, vous passez au second niveau, qui est d'aller voir votre gestionnaire pour en parler avec lui. Et votre gestionnaire, à ce moment-là, va vous offrir son soutien et son aide afin de résoudre ce conflit-là. Donc, votre responsabilité, c'est d'en parler et de s'assurer qu'il y a d'autres interventions qui vont être amenées avant que le tout s'envenime et que ça vienne contaminer l'équipe. Mais qu'est-ce qu'un conflit exactement? Je vais vous donner la définition claire et donnée dans la politique DRH 507 pour qu'on s'entende tous sur ce qu'est une situation conflictuelle. Donc, on entend par situation conflictuelle toute situation qui se définit comme une opposition entre des personnes ou des groupes et qui comprend toute forme de discorde, d'antagonisme ou de tiraillement, dont les conséquences négatives sur le milieu de travail ou sur les intervenants sont palpables. Donc, un conflit, oui, ça peut être entre deux personnes, mais oui, ça peut être aussi entre plusieurs personnes et même des groupes. C'est peut-être même pas juste au sein de votre équipe de travail, ça peut être avec des gens qui sortent de votre équipe, des gens de différents milieux au sein de l'Institut. L'autre chose, c'est que ce conflit-là, oui, il faut qu'il y ait des conséquences négatives sur le milieu de travail, il faut que ça soit percevable pour qu'il puisse y avoir action. C'est un conflit, c'est quand on se sent aussi mal par rapport à quelque chose, que ça vient envenimer notre travail au quotidien, que ça ne nous tente plus d'aller au travail ou de voir la personne, qu'on fait tout pour l'éviter. Au bout de la ligne aussi, on a un usager. Il faut s'assurer que les soins ou le travail qui est réalisé autour soit effectué. Pour bien comprendre le conflit, il faut parler des types de conflits. Parce que oui, on a une situation conflictuelle, on vient de voir, ça peut être un tiraillement, mais il y a aussi différents types de conflits qui vont faire en sorte que nos réactions ne seront peut-être pas pareilles. Il faut savoir que dans tout conflit, il y a deux notions bien importantes, la notion de pouvoir puis la notion émotionnelle. Donc, oui, dans un conflit, on va avoir le pouvoir. Donc, on tombe dans un contexte de désaccord, un contexte où on va avoir le dessus sur l'autre. Et il y a aussi une partie émotionnelle parce qu'un conflit, ça vient souvent nous chercher, nous toucher dans nos valeurs, puis on devient, oui, perturbé là-dedans. Et le rationnel prend souvent le bord, puis l'émotion prend le dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a des réactions parfois très vives ou des gens carrément qui vont se cacher, qui vont essayer d'éviter le tout parce qu'ils ne veulent pas vivre cette émotion-là. Donc, deux types de conflits. Et la notion de pouvoir va venir, ou émotionnel va venir influencer ce type-là. Donc, quand on parle de conflit de contenu, on parle de conflits beaucoup plus faciles à résoudre parce que c'est quelque chose qui est extérieur à nous, c'est un objet externe. Donc, contenu, on parle d'organisation de travail, rôle et responsabilité, structure hiérarchique. Souvent, c'est des conflits où on se dit, bien, ça m'appartient, c'est à moi de le faire, c'est mon rôle, c'est pas le tien. Donc, on a beaucoup de conflits dus à cette organisation de travail-là qui, des fois, on tombe dans la zone grise et on n'est pas confortable dans la zone grise. Par exemple, si je regarde tout ce qui se fait dans l'organisation actuellement, bien, souvent les projets lignes viennent résoudre par le fait même ces conflits-là parce qu'on va aborder des processus de travail. Donc, souvent, on va toucher directement l'objet de conflit. Quand on tombe dans la portion beaucoup plus émotionnelle, c'est parce qu'on est dans un conflit relationnel. Et quand on est dans un conflit relationnel, c'est beaucoup plus difficile à gérer ce type de conflit-là. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, on tombe dans les émotions. On devient vulnérable et c'est nos valeurs qui sont affectées. Et quand on parle de valeurs, bien, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Et c'est pas quelque chose qu'on peut changer, modifier. C'est quelque chose qui nous appartient, mais avec lequel il faut travailler. Donc, conflit de valeurs, quelques exemples. Un premier, bien, souvent, c'est l'honnêteté versus la malhonnêteté. Donc, moi, je suis quelqu'un qui dit tout, qui donne toute l'information. Si je fais une erreur, je la dis pour être sûr que les correctifs soient apportés. Et versus un de mes collègues qui, lui, ben, c'est pas si grave que ça s'il dit pas, puis tant que personne le sait, il y aura pas de problème. Puis si on lui demande, ben, il va comme parfois dire quelques petits mensonges ou va essayer de dévier la vérité. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si cette personne-là pose un geste qui va vraiment à l'encontre de ma valeur, bien, c'est sûr que moi, je vais être affectée là-dedans, surtout si c'est par rapport à moi. Donc là, le conflit peut s'envenimer. Un autre exemple assez typique et courant, c'est quelqu'un qui est extrêmement organisé, qui s'assure de toujours être prêt à ses rencontres, lit tout ce qu'il y a à lire, arrive avec tous ses documents, versus une personne qui est hyper idéologique,
qui est très créative, qui amène plein de bonnes idées, mais qui est jamais à l'heure, qui arrive pas préparée, qui souvent pose des questions qui ont déjà été répondues et pas à l'écoute. Donc, souvent, c'est quelqu'un qui va venir nous chercher si, pour nous, l'organisation, c'est extrêmement important. Donc, ce type de conflit-là, relationnel, c'est important d'aller s'outiller puis de bien se préparer pour le gérer parce qu'il faut, oui, vivre ses émotions avant d'aller vers la personne parce qu'il ne faut pas tomber dans cette émotivité-là. Souvent, c'est là où on dit des choses qu'on pense peut-être, mais qu'on ne devrait pas dire, qui sont très blessantes. Ce qui est important aussi à comprendre dans la dynamique conflictuelle, c'est la dynamique du silence. Parce que je vous l'ai dit, oui, le conflit, ça peut être 2 personnes, ça peut être plusieurs, mais il y a une dynamique qui s'installe là-dedans. Là, je parle d'agresseur, victime, témoin, mais bien entendu, le mot agresseur est fort. Souvent, dans un conflit, on est 2, et il y a une personne, parfois, par exemple, qui a plus le dessus, va plus aller au-devant dans l'agression. C'est pour ça qu'on va utiliser le terme agresseur, qui est beaucoup plus utilisé dans la pratique du harcèlement. Donc, l'agresseur, la victime et, disons, moi comme témoin. Et il est faux de penser que comme témoin, on peut être neutre. La première chose que vous devez savoir, vous n'êtes jamais neutre dans un conflit. Même si vous ne voulez pas prendre part, même si vous vous mettez à part, vous envoyez des messages bien distincts à chacun. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à l'agresseur, lui, quand il voit que vous êtes en moment de silence, que vous observez ses agressions, si on veut, ses remarques plates, souvent font des jokes, petits commentaires déplacés, critiques devant tout le monde, humiliation, bien, vous venez renforcer son comportement parce que vous lui dites, bien, moi, je suis d'accord avec ce que tu fais. C'est de cette façon-là qu'il le reçoit. Par votre silence, lui, il se dit, bien, ils sont d'accord avec moi, ils ne disent rien contre. Fait qu'ils pensent la même chose que moi. De l'autre côté, la victime, elle qui vit ça et qui vous observe rester dans le silence, elle se dit, bien, c'est ça, ils sont en côté, je me retrouve tout seul, je peux pas gérer ce conflit-là, je me sens rejetée de l'équipe. Donc, c'est le message que vous envoyez à l'agresseur et à la victime. Donc, à l'agresseur, vous lui envoyez « Je suis avec toi, tu as raison de dire ça, tu as raison de faire ça ». Et à la victime, vous lui dites « Ben, tu es tout seul là-dedans, débrouille-toi, puis moi, je pense comme l'agresseur ». Ce que ça crée comme dynamique, bien, ça crée de la peur. Et c'est quand on tombe dans la peur que ça devient extrêmement dangereux, et c'est là souvent que le conflit va devenir exponentiel. Parce que oui, les témoins ont peur d'agir parce que l'agresseur, on voit son attitude, fait qu'envers la victime, on ne veut pas faire la même chose parce qu'on se dit, si j'interviens, il va faire la même chose. Et à la victime, bien, c'est sûr qu'elle, on alimente encore plus sa peur parce qu'on lui dit, tu es toute seule là-dedans. Donc, il faut bien faire attention parce qu'on vient de donner le pouvoir à l'agresseur. L'autre chose, c'est que la violence carbure au silence. Donc, plus on est dans le silence, plus on mène vers les comportements de violence. Pour pouvoir éviter tout cela, il y a des outils qui sont mis à votre disposition. Il y en a 4 actuellement, il y en a d'autres à venir. Donc, le premier s'intitule « La boîte à pression ». Le second, « Les conditions idéales pour gérer un conflit ». Le troisième, « Comment donner un feedback réussi ». Et le quatrième, les règles de base de la communication. Bien important parce que souvent, quand on tombe dans un conflit, une gestion, il faut s'exprimer. Et comme je l'ai dit, on devient dans l'émotion. Des fois, plus difficile de s'exprimer clairement, de dire les mots justes et de ne pas aller heurter la personne. Donc, où les trouver? C'est très simple. Vous allez sur l'intranet dans la section « Employés » et vous avez la section « Gestion des conflits » où vous retrouverez tous les outils et les capsules expliquant très bien ces outils-là. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.